Bonjour Lyon. Hello Lyon. Je fais à la Hillary Clinton. Oula, ils sont tous allés boire un café. Bon, c'est pas grave, c'est les meilleurs qui restent. Bienvenue à tous. Je suis Delphine Rémy-Boutan. Je suis entrepreneur. J'ai créé une agence digitale qui s'appelle The Bureau et cofondé la Journée de la femme digitale et également le club qui s'appelle le JFD Connect. Et j'ai travaillé pendant 14 ans chez IBM à Londres et à New York avant de rentrer dans ce doux pays pour entreprendre et monter mon entreprise. Alors, ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est comment est-ce que les femmes et le numérique et comment est-ce que les femmes peuvent s'inscrire dans cette révolution qui est une révolution la plus importante qu'on ait jamais connue dans l'histoire de l'humanité, et comment est-ce qu'on peut préparer ce 21e siècle pour qu'il soit féminin et pour préparer ce monde meilleur ensemble. Alors, dans un premier temps, je vais vous parler de ce fameux transformation digitale, et ça devient presque un mot finalement un peu has-been quand on dit à une entreprise mais alors vous êtes une entreprise digitale? C'est comme si avant on disait mais vous êtes une entreprise électrique. Bien sûr qu'on est une entreprise digitale aujourd'hui, sinon on n'aurait pas de lumière et on ne saurait pas où on va. Donc c'est devenu presque un pléonasme. Mais bon, en tout cas, un point important, c'est qu'aujourd'hui, et c'est ça qui est absolument incroyable dans cette révolution, c'est qu'il a fallu 40 ans pour connecter 2,5 milliards de personnes dans le monde à Internet, et qu'aujourd'hui, ce chiffre, on sait, il sera multiplié par 2 dans 36 mois. Donc c'est énorme, et cette transformation est en train de se réaliser, et elle est finalement assez récente quand on réfléchit à tout ce qui s'est passé avant. C'est vraiment quelque chose qui a eu lieu pendant ces 10 dernières années. Donc cette révolution, c'est une révolution qui impacte bien sûr les entreprises, mais aussi toutes les personnes, parce que finalement, ce qui est au cœur de cette révolution, c'est les RH, et c'est les personnes, et c'est nous. Et je vous expliquerai, j'espère vous convaincrez que c'est aussi aux femmes de prendre ce virage pour les meilleurs. Alors comment est-ce qu'on fait finalement pour appréhender ce virage en tant qu'entreprise, mais aussi en tant que personne? Déjà, on est convaincu que l'avenir ne pourra pas se faire sans nous, et qu'il faut qu'on le fasse maintenant, et que c'est plus quelque chose sur lequel il faut se poser des questions, mais sur lequel il faut avancer très rapidement, parce que c'est un impossible retour en arrière. On a beaucoup parlé de cette fameuse ubérisation. Alors qu'est-ce que ça veut dire l'ubérisation finalement? En 2 mots, Uber n'a pas inventé les taxis. Uber a simplement recréé une expérience par rapport à prendre les taxis. Et donc, c'est via finalement les plateformes qu'a lieu cette révolution. Et donc, c'est important aujourd'hui de réinventer son business model et de passer d'un switch des produits vers les services. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, un produit vers les services? Aujourd'hui, on sait qu'on n'achète plus des CD, mais qu'on va aller écouter de la musique que nos amis auront partagée sur Deezer. Et donc, en fait, on va acheter une expérience. Et la force de Blablacar, elle n'est pas dans Car, elle n'est pas dans le produit, mais elle est dans le blabla. Et c'est ça, aujourd'hui, la vraie transformation. Et ce qui est formidable avec cette transformation, c'est que, comme a dit le fondateur de LinkedIn, on peut continuer à créer tout en lançant son projet. Et ce que disait Reid Hoffman, c'est si vous êtes tellement, si vous ne vous dites pas finalement je suis pas prêt, et si vous êtes tellement fier de l'app que vous venez de lancer, ça veut dire que vous l'avez lancé trop tard. Et c'est ça qui est extraordinaire, et c'est ça cette force qu'on doit avoir quand on parle de révolution digitale. Alors un contre-exemple, parce qu'il y en a, et on le sait, qu'il y a aujourd'hui des secteurs qui ont vécu cette transformation de façon ultra
douloureuse. C'est l'hôtellerie, et c'est l'exemple même des barbares d'Internet, avec la première vague qu'a vécue l'hôtellerie, avec toutes ces plateformes de booking, hein, qui ont fait que le chiffre d'affaires de tous les hôtels ont diminué, avec les booking.com, les lastminute.com. Donc première vague. Et au moment où le secteur de l'hôtellerie se relance, boum, deuxième vague, Airbnb. Et pour la petite histoire, le fondateur d'Airbnb avait été voir, à l'époque, le CEO de Hilton, et il lui avait proposé de faire un partenariat. Et le CEO de Hilton lui avait dit, mais je ne fais pas un partenariat avec quelqu'un qui n'a jamais créé une chambre d'hôtel et qui pense qu'il va pouvoir révolutionner ce secteur-là. Non, merci. Aujourd'hui, on sait que Airbnb fait 100 millions de nuitées par nuit dans le monde, et que Hilton à côté est devenu un petit acteur, et que c'est Airbnb qui prend finalement la place de ce secteur. Et d'ailleurs, le secteur de l'hôtellerie, sans chambre d'hôtel, ça veut bien dire que ça veut dire du switch, ce n'est plus des produits, mais qu'on vit une expérience. Alors, la campagne d'Airbnb, c'est « je deviens un Parisien quand je vais à Paris ». L'autre contre-exemple qu'on va voir apparaître et qui est en train de naître, c'est la FinTech. Donc tout ça pour vous dire que c'est une vraie réalité. Aujourd'hui, de ne pas se dire que c'est pas quelque chose qui va arriver. On sait ce qui s'est passé à Kodak. Kodak, c'est 50 milliards de chiffre d'affaires, et en très 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 peu de temps, parce que c'est ça aussi la force d'Internet, c'est que ça va très très vite pour le meilleur, mais ça peut aller aussi très très vite pour le pire. Et Kodak, c'est 50 milliards de chiffre d'affaires avec une personne de chez eux qui, je vous le donne en mille, avait créé l'appareil photo numérique, mais vous connaissez sans doute cette histoire puisque c'est un cas d'école, et que les patrons de Kodak ont dit non, on ne va pas sortir ça, on ne va pas montrer ça au marché parce qu'on va perdre des parts de marché. Donc restons sur ce qu'on connaît et ne montrons pas au public l'appareil photo numérique. Donc on sait aujourd'hui que l'innovation, c'est aussi un point de vue de prendre des décisions qui sont des décisions difficiles sur lesquelles on n'a pas forcément de choix. Est-ce que je dois me couper la jambe ou me couper le pied ou me couper la tête? Et que finalement on est en train de vivre dans une façon de réfléchir et de penser qui est complètement différente par rapport à tout ce qu'on a vécu. Donc c'est bien sûr, loin d'être un phénomène de mode, c'est l'avion qu'il ne faut pas manquer. Et cette digitalisation, en fait, pour revenir sur cette définition, et pour ceux qui viennent d'arriver en cours de route, ce que je disais au tout début, qui pour moi me semble vraiment important, c'est qu'aujourd'hui, on ne doit plus parler d'entreprise digitale, on ne doit plus parler de ça. C'est comme si on disait « j'étais une entreprise électrique ». Mais il y a quand même cette transformation qu'on doit faire. Et pour prendre en fait cette définition qui, moi, me semble la plus intéressante, c'est Octo Technologies qui l'avait énoncé dans un événement à l'USI, c'est l'impact sur les entreprises et les organisations du fait que les gens et les objets soient interconnectés en permanence, en tout lieu et pour tous les usages. Et donc, pour les entreprises, se digitaliser, c'est le moment où elles prennent conscience que les technologies Internet sont une façon de réécrire leur futur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pendant très longtemps, on a pensé on va prendre nos modèles du passé et on va les utiliser, on va les transformer avec ces nouvelles technologies. Et en fait, le moment de rupture, parce que l'Internet, c'est une innovation de rupture, c'est qu'en fait, on va se dire qu'on va utiliser toute cette nouvelle technologie pour les utiliser d'une façon complètement nouvelle. Donc, c'est finalement cette digitalisation en deux temps qu'on voit dans les entreprises. C'est donc intégrer, comme je disais, ces innovations de faire avec le passé. Et ensuite, c'est vraiment, et c'est là où une transformation digitale est réussie, c'est d'entamer cette mutation profonde, repenser les façons sur lesquelles on a toujours pensé, et faire que finalement cette nouvelle technologie, cette nouvelle façon de penser prône finalement par rapport à tout ce qu'on avait créé jusqu'avant. Et c'est pour ça, à mon sens, que les femmes ont tout à jouer autour de cette transformation.
Donc le temps 1 d'une transformation, c'est je vais créer ma page Facebook, je vais avoir mon fil sur Twitter, je vais avoir une appli, je vais commencer à faire des réseaux sociaux internes, je vais être convaincue que la collaboration, l'intelligence collective, c'est mon dada, je vais nommer une Chief Digital Officer, une Chief Happiness Officer. Donc voilà, ça c'est le temps 1. Et le temps 2, en fait... Parce que finalement, avec tout ça, c'est qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui manque. Il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui ont dit « mais moi, j'ai fait tout ça ». Et pourtant, ça ne suit pas derrière. Parce qu'en fait, beaucoup d'entreprises aujourd'hui sont encore en silo. On a l'innovation, la direction de l'innovation qui est dans un building et d'un autre côté, le marketing, et ils ne se parlent jamais entre eux. Et donc l'idée de ça, de réfléchir, parce que finalement, c'est ça, la rupture qu'il faut se décider de prendre, c'est de se dire qu'aujourd'hui, ce vertical management ne peut plus exister dans une entreprise digitale, dans une entreprise transformée, dans une entreprise augmentée. En tout cas, une entreprise qui veut vivre l'avenir de façon croissante. Parce que si on prend l'exemple des entreprises qui fonctionnent aujourd'hui, Facebook, là, on voit l'exemple de Mark Zuckerberg qui est en open space, qui dans ce qu'on appelle plus même un HQ, mais un campus. Et finalement, toutes ces entreprises-là, elles ont quelque chose en commun. Et ce quelque chose en commun, c'est qu'elles se disent que la véritable transformation et la véritable rupture, elle est autour des ressources humaines. La CEO, la Chief Operation Officer de Uber, c'est une femme. Et elle a 27 ans. Et donc, aujourd'hui, les entreprises, elles se doivent d'aller recruter ces nouveaux talents, mais de les garder et de prendre des risques sur le fait qu'on n'est pas obligé d'avoir 60 ans pour être le Chief Operation Officer d'une entreprise qui fait des millions de dollars de chiffre d'affaires. Et donc, c'est une rupture fondamentale de l'existant et c'est une rupture fondamentale de des RH au sein des entreprises. Et à mon sens, le plus important et ce qui est étonnamment le plus difficile à changer dans les entreprises, c'est la culture d'entreprise. Et aujourd'hui, pour devenir une digitale ou pour continuer à vivre, il faut agir sur cette culture d'entreprise. Et il faut convaincre et impliquer tout le monde à l'interne. Et je pense que d'avoir un Chief Digital Officer, en fait, est contre-productif. Parce que le Chief Digital Officer devrait être le CEO. Et ça devrait être non-negotiable. Il ne devrait pas avoir de conversation autour de ce dont on a besoin pour vraiment se transformer et réussir. Donc c'est au plus haut niveau d'une entreprise que cette transformation doit avoir lieu. Et finalement, quand on regarde tous les exemples de toutes ces entreprises qui ont réussi aujourd'hui, Google, Netflix, alors oui, je prends des exemples américains, mais je parle d'entreprises Internet, ce qu'elles ont en commun, et c'est ça qui est ultra intéressant, c'est qu'elles sont toutes autour de cette fameuse entreprise libérée dont on rêve tous. Et c'est ça qu'elles ont en commun. Elles ont toutes en commun cette façon de voir et de travailler comme une entreprise libérée. Et quand une entreprise avance sur ce chemin-là, eh ben, spontanément, elle va trouver des modes qui sont proches à cette définition de la confiance, de la responsabilité, je ne sais pas si vous connaissez la valeur, enfin la citation phare de Netflix, qui est une citation, alors elle est assez longue, je la dirai pas parce que je ne veux pas aussi bien dire qu'Antoine de Saint-Exupéry, mais en gros ce qu'elle veut dire, c'est que si on n'a pas de passion et que si on donne pas du sens à notre travail, pour les salariés, il y a très très peu d'intérêt à ce que ces salariés restent et s'engagent dans une transformation qui peut durer quelques années. Donc vraiment, pour moi, c'est vraiment un point ultra important.
autour de ça, autour de finalement de faire un point d'ancrage autour de ces entreprises libérées. Alors, je ne suis pas une experte en entreprises libérées, il y a plein de choses autour de ça et je vous invite à regarder toutes ces informations, enfin toutes ces présentations autour de l'entreprise libérée. En tout cas, elles ont ça en commun. Et si on prend l'exemple de Google, ce qu'ils ont réussi à faire, mais c'est parce qu'ils ont réussi à le faire dès le départ, mais ça ne veut pas dire que quand on n'est pas une entreprise digitale native, qu'on ne peut pas y arriver, et ça j'y viendrai par la suite, parce que justement tout est possible et la transformation est possible, à mon sens, par la culture, c'est Google a diminué en fait, face à une entreprise traditionnelle française, si on regarde la hiérarchie chez Google, dans une entreprise traditionnelle, on serait à 6 niveaux de hiérarchie. Ce que Google a réussi à faire, c'est ça, c'est cette transformation finalement par la hiérarchie. Parce que c'est le savoir, parce qu'aujourd'hui, les entreprises qui sont des entreprises transparentes, qui travaillent de façon collaborative, avec des outils collaboratifs, amènent finalement à ça de façon presque naturelle. Et que finalement, ça c'est 13 ans d'expérience chez IBM, 14 ans chez IBM, je peux vous le dire, l'innovation, c'est pas la technologie, mais c'est les personnes. C'est ce qui est le plus difficile à changer. C'est la culture, et c'est ce qu'on disait d'antan, nos repères, nos fameux repères qui nous rassurent, mais aussi qui nous isolent. Et en ça, l'innovation de rupture, l'Internet peut vraiment transformer et casser les codes, rebattre les cartes pour un monde meilleur. Donc, à mon sens, avant de passer à justement en quoi les femmes peuvent aller accélérer cette transformation et y prendre part, hein, on n'est pas que des e-shoppeuses, on est aussi ces femmes qui veulent créer ce web de demain. Il faut avoir un CEO convaincu, il faut avoir une équipe 100% digitale, et on peut l'être, même si on a plus de 40 ans, c'est un leurre de se dire non mais moi, Internet, etc., c'est pour les ados, etc. C'est pas vrai, ça, c'est faux. Quand on regarde rapidement le e-business, hein, du e-rouge créé par IBM à l'époque, c'est 2000, c'est les années 2000. Et à l'époque, moi j'étais déjà chez IBM, tout le monde disait, le e-commerce, ça ne marchera pas, les gens n'achèteront pas sur Internet. Personne n'achètera des chaussures sur Internet. Et de ça, on est passé au social business, et les gens disaient, mais ça ne marchera pas, ça va être une passade. Twitter, c'est apparu en 2006, comme vous le savez, à South by Southwest, et on s'est tous dit, à l'époque, enfin... Beaucoup de personnes se sont dit, mais ça ne tiendra pas, ça n'existera pas, c'est quelque chose qui va passer. On voit aujourd'hui la force des réseaux sociaux, la puissance de ce média, où aujourd'hui l'entreprise, ce que raconte l'entreprise n'a jamais été aussi important. En revanche, beaucoup d'entreprises racontent, et c'est ça qui est schizophrénique, de dire qu'elles sont en train de se transformer digitalement en recrutant et en nommant des Chief Digital Officers. Je pense que c'est la schizophrénie en fait, où on va, c'est de dire ce qui est plus important, c'est ce qu'on dit versus ce qu'on fait. Et je pense qu'aujourd'hui, enfin, je l'ai déjà dit, mais je pense que c'est un CEO qui doit vraiment qui doit être à la tête de cette transformation. Et donc, ce changement de culture, c'est possible. Le changement, c'est maintenant. Et même pour les entreprises qui ne sont pas nativement digitales. Et pour moi, alors je voulais vous montrer, mais ça va être très rapide, mais quand même vous donner un exemple d'une grande entreprise qui ont pris cette bonne direction. C'est IBM qui, pendant 100 ans, on a connu IBM. Alors c'est la photo en noir et blanc. Alors d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il n'y a que des hommes sur cette photo. Donc c'est Tom Watson avec donc son équipe d'origine, avec le fameux slogan Think, qui a su se transformer et qui est passé de cette vision très noir et blanc masculine à ça. Et en un mot, la transformation digitale d'IBM, c'est 475 000 IBMers actifs dans le monde qui deviennent les ambassadeurs de la marque. Avec aujourd'hui une femme, Ginny Rometty,
à la tête de cette entreprise. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, même dans les secteurs les plus technologiques, les transformations sont possibles, parce que si on pensait, si on avait fait le pari que chez IBM ça aurait été facile, je peux vous garantir que c'était pas facile, et ça a été des conversations et des discussions et des risk assessments qui ont duré des années, enfin des mois. Mais on a fait, en un mot, on s'est dit, en 2006, donc c'était au tout début, on s'est dit le risque, c'est de ne pas y aller. Donc on y va et on se donne les moyens d'y aller. Et pour faire ça, pour donner confiance finalement, et on revient un peu sur cette définition de l'entreprise libérée, c'est de donner confiance et de présenter l'entreprise, non pas par la marque, mais par ses collaborateurs. D'humaniser un discours et justement de donner du sens à tous ces collaborateurs qui deviennent finalement la marque. Et c'est ça, en deux mots, la grande transformation qui a permis à IBM de passer en global ranking de marque de numéro 5 à numéro 2. Et aujourd'hui, d'ailleurs, on voit dans le global ranking de toutes ces marques, c'est beaucoup d'entreprises dites libérées, Google, Netflix, etc. Alors, sur la partie justement les femmes et le numérique, parce que c'est pour moi un combat. Alors je ne sais pas si c'est un combat, mais en tout cas c'est quelque chose qui doit changer, et parce que les chiffres le montrent. Aujourd'hui, les femmes sont sous-représentées dans le secteur du numérique. Selon le Syntex, c'est 28%. Et alors, c'est peut-être petit, vous voyez peut-être pas bien, mais en tout cas, en deux mots, si remarque, on voit pas trop mal, en deux mots, dans tous les secteurs, et dans tous les secteurs confondus, les femmes sont sous-représentées. Sont sous-représentées dans cette économie qui représente l'économie de demain. Ça veut dire que si on ne fait pas quelque chose aujourd'hui, demain, on va recontinuer à recréer les mêmes stéréotypes, et les femmes ne seront pas au cœur de cette nouvelle initiative, de ce nouveau monde qu'on est en train de créer, où beaucoup de gens d'ailleurs disent « Ouh là là, mais on va perdre des emplois, c'est catastrophique, l'intelligence artificielle », alors que justement, par cette transformation, grâce à cette transformation, jamais l'humain n'aura été autant au cœur. Et les hommes pourront enfin revenir à faire ce qu'ils savent faire de bien et de vivre autour de... D'ailleurs, on voit les Chief Emotional Officers qui apparaissent, comment est-ce que Facebook intègre beaucoup toutes ces... Enfin, l'émotion devient vraiment au cœur, et que l'homme, enfin l'homme avec un grand H, l'être humain, pourra vraiment faire les choses sur lesquelles il est le meilleur, c'est-à-dire la créativité, et laisser faire à l'intelligence artificielle des choses sur lesquelles il n'a pas besoin de se concentrer, puisqu'il peut faire autre chose qui soit créatif. Donc moi, je pense, et je suis convaincue que cette transformation, que cette révolution qu'on est en train de vivre de l'intelligence artificielle est une vraie force, est une vraie opportunité pour les hommes et pour les femmes. Et si je vous donne un exemple, par exemple, d'une start-up française, et comment est-ce que l'intelligence artificielle peut vraiment être utilisée pour que les femmes fassent autre chose, par exemple, dans des secteurs sur lesquels, des métiers sur lesquels on était quand même très reconnus, c'est le secrétariat. Alors, il y a une start-up française qui s'appelle Julidesk, je ne sais pas si vous connaissez. Et en fait, pour 59 € par mois, quand vous êtes une start-up, vous pouvez vous payer les services d'une secrétaire. Alors, elle ne va pas vous chercher le café, mais ça tombe bien, puisqu'on ne demande pas à une secrétaire aujourd'hui d'aller chercher le café, mais par contre, elle vous réserve dans vos agendas, elle vous crée vos rendez-vous, elle fait des relances, etc. Enfin bref, une assistante qui travaille que par mail, elle peut même vous réserver les restaurants via la fourchette. Et c'est extraordinaire parce que du coup, en tout cas moi en tant que chef d'entreprise, je préfère recruter des personnes qui vont être des créatifs, des digital stratégistes, plutôt que de recruter une secrétaire qui typiquement a été c'est beaucoup de femmes qui sont vues comme des secrétaires. Donc ça veut dire que c'est génial, parce que ça veut dire que demain, on pourra faire autre chose. Et il y aura énormément d'autres métiers qui seront recréés, sur lesquels on pourra nous s'inscrire.
Alors oui, bien sûr, le progrès, comme disait Victor Hugo, oser le progrès est à ce prix. Alors quand il y a eu les voitures qui sont arrivées, il y avait les cochers avec les chevaux qui ont fait la grève parce qu'ils ont dit qu'ils n'auront plus de travail. Oui, mais il y en aura d'autres. Et c'est ça qu'il faut travailler. C'est se préparer à nous se réinventer pour prendre sa place dans ce monde qui, à mon sens, sera un monde meilleur parce que ça sera un monde au féminin. Et une des choses sur lesquelles, en tout cas, je travaille avec une équipe derrière sur cet événement qui s'appelle la Journée de la femme digitale, c'est chaque année, depuis 4 ans, on pose la question aux femmes et aux hommes de savoir, ok, donc constat 28%, ça c'est le constat. Mais qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi la force en marche, comme disait Antoine de Saint-Exupéry, pour changer ça? C'est quoi les solutions? Alors, une des solutions qu'on a trouvées en posant la question aux femmes pendant la journée de la femme digitale et pendant les mois qui ont précédé, il y en a une nouvelle qui est en train d'arriver aussi, c'est une étude pour savoir comment est-ce qu'il faut percer, comment percer dans ces nouvelles technologies, comment s'inscrire en fait dans ce nouvel agenda. Et la réponse a été ah oui, alors d'abord, juste une question qui avait été posée, c'est est-ce qu'on pense que pour les femmes, le digital est une source d'émancipation et peut aider à casser le plafond de verre? Et la réponse a été pendant 4 ans, non. Digital ou pas digital, c'est toujours difficile pour les femmes. Et l'année dernière, on a quand même vu quelque chose de plus positif qui disait bah oui, finalement, ça peut m'aider et je sens qu'il y a une vraie différence dans mon entreprise. Et à cette question, ok, donc de quoi avez-vous besoin pour percer dans le digital ou percer dans ce nouvel agenda? Pour 93%, c'était moi j'ai besoin de réseauter, de networker, j'ai besoin de rencontrer des gens et c'est ça dont j'ai besoin aujourd'hui pour percer et pour aller de l'avant. C'est vrai, les hommes l'ont toujours fait pendant des années et très très bien de réseauter, de networker. Donc nous, il faut qu'on sache le faire. Et qu'on sache le faire encore mieux et qu'on le fasse de façon à ce qui nous convienne, nous, avec nos codes, nos horaires, nos façons de travailler, et qu'on ne soit plus dans cette vision qui soit soit on s'adapte, soit on renonce, dans des entreprises qui ont été créées par des hommes pour les hommes. Et on peut imaginer, proposer une troisième solution qui est de créer cette entreprise de demain qui nous ressemble. Et l'ADN digital est ultra féminin parce qu'il est dans le partage, dans la collaboration, dans la transmission, et dans la créativité, et on crée la vie, donc on s'inscrit dans cet ADN-là, et de faire en sorte que toutes ces femmes se rencontrent pour créer finalement des projets, des startups. Et à la Journée de la femme digitale, on a vu énormément, et je suis sûre que chez Blend Web Mix aussi, vous passez beaucoup de temps à réseauter et networker, et c'est ça qui est ultra important finalement dans les événements. C'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de monde, d'ailleurs, ils sont tous en train de réseauter et networker. Je ne sais plus ce que je voulais dire, mais bon, bref, en tout cas, c'est ultra important de prendre ces moments-là, et c'est en tout cas le résultat de cette enquête. Et puis aussi, on a découvert que les femmes sont prêtes à entreprendre, donc ça c'est super, on est content de le savoir, pour créer le job ou l'entreprise de leurs rêves et de plus s'inscrire dans des visions qui ne nous conviennent pas. D'ailleurs, j'ai Julie Desk, donc le fondateur de Julie Desk, qui s'appelle Julien Obeka. Je lui ai proposé de venir parler à la Journée de la femme digitale, mais à une seule condition. J'aimerais bien, moi, pouvoir changer, en fait, parce que mon assistante, elle s'appelle Julie, et je ne peux pas changer de prénom. Moi, j'aimerais bien l'appeler Ludovic ou autre chose pour justement casser les codes et que ça ne soit pas justement une femme qui soit une secrétaire. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Ah oui, alors non, pardon, je vais revenir à ça. Donc voilà. Donc, c'est les deux sujets qui semblent des points importants et qu'on a découvert avec l'événement de la Journée de la femme digitale, c'est on a besoin de réseauter et networker, ça on le sait, mais en tout cas on peut utiliser les réseaux sociaux pour réseauter, pour networker aussi, de liker, de faire des petits cœurs, etc. Tout ça c'est des clins d'œil.
c'est des moments où on n'est pas forcément physiquement là, disponible, etc. Mais on est là, c'est-à-dire qu'on voilà, on rappelle à tout le monde à son bon souvenir, et c'est ultra important finalement de rester connecté. Et je voulais vous montrer des exemples de femmes qui sont, à mon sens, des femmes digitales, des femmes innovantes, qui ont vraiment pris cette transformation de façon assez sérieuse. Alors, il y a Delphine Ernotte, que j'aime beaucoup, et qui était la directrice générale d'Orange France et qui est devenue la présidente directrice générale de France Télévisions, la première femme à être à la tête d'un média. Et ça, il faut quand même le noter, parce qu'il y en a quand même pas beaucoup, enfin, il n'y a que elle. Et elle est en train de créer voilà, une télévision qui sera une télévision innovante, une télévision où Internet sera au cœur de cette transformation, etc. Donc pour moi, c'est vraiment des exemples de femmes qui ont su prendre ce secteur-là, ce virage-là, et qui sont des modèles et des rôles modèles. Parce que ce qu'on a oublié de dire, et ce dont on ne parle pas non plus assez souvent, c'est aujourd'hui pourquoi, parce que donc, le constat, c'est pourquoi effectivement 28%. Et à mon sens, il y a aussi ces deux raisons qui sont des raisons encore plus profondes que réseauter et networker, qui sont un, l'éducation, et deux, les rôles modèles. Aujourd'hui, en France, on n'a pas assez de rôles modèles dans ce secteur-là. On parle toujours des mêmes, des Marissa Mayer, des Sheryl Sandberg, qui ne sont pas des femmes françaises, alors qu'on a plein de femmes formidables en France qui entreprennent. Je pourrais en citer 25, donc je ne vais pas le faire parce que voilà. Mais en tout cas, il y a plein de femmes entrepreneurs qui montent des startups. Il y en a même qui le montent à 16 ans, etc., etc. Et finalement, ces modèles de Sheryl Sandberg, Marissa Mayer, c'est des rôles modèles qui sont contre-productifs parce qu'intimidants. Donc à mon sens, il y a effectivement donc, l'éducation, et aujourd'hui il y a plein de startups, plein d'entreprises qui sont en train d'être créées autour de apprendre à coder. Nous on avait fait un événement autour de ça, on avait à côté d'un bar à maquillage, on avait un bar à coder. C'était un petit clin d'œil pour dire qu'aujourd'hui les geeks, c'est plus le fameux geek de 26 ans, un garçon avec des boutons, c'est autre chose. C'est aussi des femmes qui sont des codeuses. Il y a des codeuses formidables. Donc voilà, donc c'est vraiment casser en fait et montrer, présenter des nouveaux rôles modèles dans ces secteurs-là. Et il y a une histoire que j'aime beaucoup, que je raconte souvent et que j'ai appris de Nicole Schwab, qui est la fille des parents qui ont créé Davos. Et Nicole était avec nous en mars dernier, et elle raconte une histoire qui est très jolie. Alors je la partage avec vous. C'est comme vous le savez, en Finlande, il y a une femme qui a été une femme présidente de la République pendant 16 ans. Et une maîtresse d'école demande à ses élèves « Alors, qu'est-ce que vous voulez faire quand vous serez plus grand ?» Et il y a une petite fille qui lève la main et qui dit « moi, je voudrais être présidente de la République. » Elle dit « Ah, super, c'est bien et tout. » Et elle demande la même question au petit garçon « Et toi aussi, tu vas être président de la République ?» Et le petit garçon répond « Oh, non, ça c'est un métier de fille. » Et donc voilà, et donc c'est casser ces codes, casser ces stéréotypes et se dire qu'il y a des exemples, il y a des rôles modèles. On peut en choisir un chacun, et c'est pas forcément des femmes qui arrivent au sommet du sommet du sommet, mais c'est plein de femmes qui entreprennent. Et est-ce que le sommet finalement c'est ça l'essentiel? En tout cas, ces femmes qui entreprennent avec, et des hommes bien sûr qui peuvent être aussi des rôles modèles formidables. Alors après, les d'autres exemples que j'ai, alors du coup je me contredis par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais il y a d'autres femmes aussi qui sont dans cette transformation. Alors, Lubomira, elle est Chief Digital Officer de L'Oréal. En tout cas, elle fait des choses formidables. Et en tout cas, c'est un rôle modèle d'une femme qui a vraiment pris la transformation de son entreprise d'un point de vue digital très au sérieux. Il y a Antonia McCann de Pernod Ricard, je vous invite à regarder aussi tout ce qu'elle fait. Et puis, on a aussi Malika Amir, qui est la Chief Digital Officer de Ipsen Pharma. Et tout ça,
et toutes ces femmes que je vous présente et plein d'autres encore à venir, parce que c'est ça qui est aussi génial, c'est qu'on peut mettre en avant et mettre en scène des jeunes entrepreneurs aussi. On va les présenter le 9 mars prochain. Alors, donc, je vous en ai parlé, ça fait donc 4 ans que la JFD célèbre l'innovation au féminin, et on va mettre en avant des femmes entrepreneurs, mais aussi des femmes intrapreneurs qui sont dans des grandes entreprises et qui aujourd'hui vivent aussi quelquefois des combats internes de transformation. Et en tout cas, c'est un rendez-vous annuel qui se veut être un rendez-vous inspirant et bienveillant, et qui célèbre justement toutes ces femmes qui portent cette vision du futur. Et le thème de la 5e édition, et c'est pour ça que je voulais vous en parler aujourd'hui, c'est For a Better World, parce que je suis convaincue qu'on est en train de vivre et de préparer ce monde d'aujourd'hui, donc de demain, et qu'on se doit en fait d'avoir cette vision féminine pour le rendre meilleur, plus doux, en tout cas plus à notre image. Et donc c'est ce thème-là qu'on va préparer et qu'on va travailler le 9 mars prochain. Donc je vous invite à venir à Paris. Alors je ne sais pas, j'ai un petit problème, je vois en fait 16 minutes 38. Non, j'ai encore un peu de temps ou pas? Ah bah c'est bon, j'ai fini. En fait j'ai fini. Voilà. Donc en fait non, c'est ça, j'ai 15 minutes, c'est ce qu'on m'a dit, 15 minutes pour prendre des questions s'il y en a. Venir, je sais pas, avec moi sur scène. Je sais pas. Des questions, oui. Mais je crois qu'il n'y en a pas, en fait. Je ne crois pas qu'il y ait de différence fondamentale entre un homme et une femme entrepreneur. Je pense je pense qu'une femme va être différente par rapport à une prise de risque. L'idée, en fait, c'est de dire que finalement, ces définitions... Même la journée de la femme digitale, moi je rêve qu'un jour que cet événement n'ait plus lieu d'être, en fait. Que ça soit, ça y est, que ça soit acquis. Sauf qu'aujourd'hui, ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas puisqu'on voit les chiffres et les résultats, c'est 28%. C'est-à-dire que c'est quand même quelque chose qui est alarmant. Et on ne peut pas dire, on ne peut pas se mettre... c'est ce qu'on voit, ce qui se passe là aux États-Unis entre Hillary Clinton et Donald Trump. C'est je choisis entre... me couper la tête ou me couper la jambe. Enfin, je veux dire, même si c'est une femme et c'est extraordinaire et que c'est bien sûr en soi, mais c'est ce qu'a dit Françoise Giroud, quand une femme aussi, moins, bon, je vais pas retrouver la phrase là, mais en tout cas, ce qu'elle voulait dire dans l'esprit, c'était de dire que si un jour une femme est promue alors qu'elle est moins bonne qu'un homme, ça veut dire qu'on aura enfin atteint l'égalité. Bon, c'est un peu négatif, mais en tout cas, aujourd'hui, la parité, on n'y est pas. Le 7 novembre prochain, il y a une campagne qui est montée pour dire que le 7 novembre à 16h34, toutes les femmes de France doivent s'arrêter de travailler parce qu'on va travailler de façon bénévole, puisqu'on est moins payé que les hommes. Donc, je veux dire, les inégalités, elles sont là, elles existent. C'est pas d'être revendicatif ou de se dire... c'est simplement de dénoncer les faits tels qu'ils sont et qu'aujourd'hui, les nouvelles technologies, cette innovation, les femmes y sont, mais pas assez. Mais dans tous les secteurs. Il se trouve que c'est celui-ci que j'ai choisi pour donner cette dynamique-là. Donc, pour répondre à cette question, je pense qu'il n'y a pas de différence majeure, ou en tout cas, si différence il y a, c'est de revenir finalement à un équilibre. Le monde est déséquilibré parce que 50% de l'humanité n'est pas représentée. Et tant que 50% de l'humanité, c'est-à-dire nous les femmes, ne seront pas représentées, eh ben, on aura un monde bancal. Et donc l'idée, c'est de se dire que peut-être, et moi j'en suis convaincue, c'est ma conviction, que le digital, l'innovation, les nouvelles technologies peuvent être un tremplin pour les femmes. Et que des femmes peuvent être, c'est pour ça l'idée c'est cassons les codes, de dire on peut être une codeuse, on peut travailler dans ces secteurs-là.
Et c'est des secteurs formidables, en pleine mutation, et c'est extraordinaire. Alors, il y a un manuel qui est en train de sortir, là, justement, sur l'écriture et sur les éléments de langage et sur les langages sur lesquels on devrait tous faire très attention. Et il y a aussi une campagne dont je suis marraine, qui a été montée par notre ministre du droit de la famille, Laurence Rossignol, qui est Sexisme, pas notre genre. Où là, il y a quand même énormément de choses qui se passent, et je vous invite à regarder sur les fils Twitter de ces campagnes-là, qui donnent en fait des éléments pour aider en fait à lutter contre le sexisme ordinaire. C'est de ça dont vous parlez ? Oui, d'accord, d'accord. Alors, la bonne nouvelle, c'est que la discrimination positive aujourd'hui, face à des financements pour des startups, elle peut, et il me semble que Marie Eklund, ou en tout cas Daphne était là ce matin, j'ai vu passer sur le fil Twitter, il y a énormément, enfin, il y a quelques femmes qui arrivent dans ces univers-là, qui étaient des univers principalement dédiés, enfin très masculins, où on va prêter, enfin on va faire où les femmes vont pouvoir être écoutées par d'autres femmes, et donc c'est Marie Eklund, c'est Stéphanie Hospital. C'est des femmes qui deviennent des VCs, alors que ça a toujours été un job très masculin. Donc il y a des changements plus il y aura des femmes à la tête d'entreprise, moins justement il y aura ces possibilités-là de discrimination, etc. En tout cas, je pense que c'est une des solutions. Je ne sais pas si ça vous aide. Après, un bon coup de... ça marche aussi. Hein. Mais en fait, l'idée, c'est marrant parce que toujours quand on parle de ça, on a toujours ce sentiment de se dire « Oh là là, on est en train de... Enfin, ce mot féminisme, c'est un espèce de gros mot, etc. » C'est pas le propos, en fait. Le propos, c'est simplement de se dire qu'aujourd'hui, si on ne fait pas quelque chose, on sera sous-représenté dans l'économie de demain. Donc, je pense qu'il est urgent qu'on fasse quelque chose. Mais en plus, c'est super, c'est une super opportunité. Mais si vous êtes là, c'est que vous en êtes convaincus. Ah, voilà, il arrive. C'est bon, il marche. Ça marche bien, impeccable. Tout à l'heure, vous avez parlé de Trump et Hillary Clinton, et c'est assez marrant parce qu'hier au soir, il y avait une émission sur Arte pour montrer un peu la bio des deux personnages. Donc j'ai découvert plein de trucs. Et à un moment, Trump aurait dit les femmes peuvent être aussi compétentes que les hommes, mais elles doivent faire leurs preuves 10 fois plus. Et c'est vrai que on revient à cette histoire de plafond de verre, même dans le digital. J'ai pitché un projet il y a peu de temps voilà, en tant que start-up sur une problématique très féminine qui est l'allaitement maternel. J'étais hyper contente de mon projet, tout ça. Et puis j'ai vu des photos prises pendant les délibérations du jury et il y avait 90% d'hommes. Et là, je me dis quel changement on a, enfin, comment on peut avoir une chance d'être écouté quand de toute façon, derrière, il y a un public quasi exclusivement masculin. Mais c'est vrai que c'est démoralisant et de se dire que c'est intimidant en plus. C'est très intimidant d'être entouré. Moi, la raison pour laquelle j'ai cofondé cet événement, c'est que j'allais toujours dans des événements autour du web, de la technologie, et avec IBM. Et j'étais à chaque fois quasi avec plein d'hommes formidables, mais j'étais la seule femme. Et c'est vrai que c'est intimidant. Et c'est vrai aussi qu'on est nos propres ennemis. C'est-à-dire qu'on va, nous, se dire « Ah non, mais moi, je ne suis pas suffisamment experte là-dessus, je ne vais pas prendre la parole. » Enfin, je veux dire, on a tellement de choses à apprendre des hommes là-dessus qui sont décomplexés. Et je trouve que c'est leur force. Et nous, on peut se dire qu'aujourd'hui, l'ambition, c'est un mot féminin. Il faut qu'on se le réapproprie. On peut être une bonne maman et une bonne collaboratrice et être aussi ambitieuse. On peut se dire qu'on veut le meilleur pour nos enfants et travailler pour ça sans qu'on soit vu comme des femmes qui veulent être des hommes. Parce que tout ça, voilà, c'est ça, c'est les repères, c'est ces fameux stéréotypes qui nous
qui nous enferme. Et l'idée et la raison pour laquelle je présentais cette transformation digitale en 2 temps, avec de dire qu'aujourd'hui les transformations réussies, c'est celles qui pensent que les technologies vont réécrire leur futur, c'est pour donner ce message de dire qu'aujourd'hui on ne pourra pas le faire si on revient à nos propres... Enfin, on peut pas créer le futur en regardant dans un... comment on appelle ça? Je suis désolée. Dans un comment? Rétroviseur. Un rétroviseur. On peut pas avancer, préparer le futur en regardant derrière. Il faut casser les codes, il faut casser tout ce qu'on a imaginé jusqu'à présent et de se dire que c'est possible. Demain, c'est possible. C'est possible. Les femmes seront à la tête d'entreprises au même titre que les hommes et on sera à 50-50. Et ça sera pour le meilleur. Mais pour ça, il faut effectivement, c'est difficile, il y a des combats à mener. Et je pense que, en tout cas, vraiment, je pense que si on s'enferme dans ce côté e-shoppeuse, le web, c'est simplement pour nous parce que nous, on consomme et que c'est les hommes qui le créent et continuent à le créer, on ne sera jamais bien dans ces entreprises. Et dans ce monde. Alors que justement, on a tout à gagner de le créer, ce monde de demain. Mais pour ça, il y a du boulot, il faut remonter les manches, c'est vrai. Et alors, est-ce qu'il y a une bonne réponse? Est-ce que du coup, il faut agir en femme, on va dire, membrée? Ou est-ce qu'on peut rester juste femme et gagner la crédibilité auprès des autres? Alors moi, je pense qu'il faut rester justement femmes et féminines. C'est pour ça qu'on avait mis un bar à maquillage à côté d'un bar à coder, pour dire c'est glamour. Enfin, je veux dire, ne nous perdons pas non plus et restons qui nous sommes, parce que c'est là notre force. On est créative, on crée la vie, on aime bien les chaussures. Et alors, je ne sais plus qui c'était. Il y avait une femme politique à qui on posait la question bon alors, vous avez changé de coiffure? Et elle a répondu mais enfin écoutez, je suis pas là pour parler de ma coiffure, je suis là pour parler de l'économie. À nous aussi de prendre la parole. Il faut prendre la parole dans la vie, il faut prendre la parole sur le web, même si c'est intimidant, même se dire qu'on peut aller dans des secteurs sur lesquels les femmes ingénieures, Delphine Ernotte, pour reprendre l'exemple, c'est une femme ingénieure. Il faut qu'on arrête le rose, il faut qu'on pense que les jeunes filles peuvent faire autre chose aujourd'hui pour demain, pour le construire, ce monde là. C'est maintenant que ça se passe, c'est maintenant cette transformation. Merci beaucoup. En tout cas, c'était Oui, vas-y Laura. Conclusion, cette même femme politique un jour a dit les gens prennent la place qu'on leur laisse. Le problème des femmes, c'est qu'en général, elles laissent prendre la place par des hommes. Oui, mais ça c'est vrai. Et ça, je suis vraiment d'accord avec ça, Laura. On est nos propres ennemis. Personne ne doit nous donner notre place. On doit la prendre. Point barre. Ou full stop. Voilà. En tout cas, c'était un message pour dire que il y a des choses à faire, il y a du boulot pour casser les codes. Et cet univers qu'on connaît tous et qu'on adore tous, parce que vous ne serez pas là sinon, est un univers formidable, qui sera un univers féminin ou ne sera pas. Merci beaucoup.